Pendant près de 30 ans, Mimi Mati a incarné une femme capable de réparer les vies d'un simple claquement de doigts. À l'écran, elle apportait l'espoir. Hors caméra, pourtant, son propre corps lui imposait un combat silencieux. Derrière son sourire, il y avait les opérations, les absences, les rumeurs cruelles, et une vérité qu'elle a longtemps protégée du regard public. Comment l'ange gardien préféré des Français en est-il arrivé à devoir réapprendre chaque geste du quotidien, sans jamais renoncer à la scène? Avant de devenir l'un des visages les plus aimés de la télévision française, Mimi Mati fut d'abord une enfant que le monde regardait trop longtemps. Née avec une achondroplasie, elle grandit avec un corps qui ne suivait pas les mêmes règles que celui des autres. À mesure que les années passaient, une évidence s'imposait à elle, sa taille ne changerait presque plus, mais le regard des autres, lui, deviendrait de plus en plus lourd. À l'école, chaque couloir pouvait ressembler à une scène. Il suffisait d'un rire étouffé, d'un doigt pointé, d'un silence trop appuyé pour lui rappeler qu'elle n'était jamais tout à fait invisible. Elle apprit, très tôt, que la différence ne fait pas toujours peur. Parfois elle amuse, parfois elle dérange, et parfois elle isole sans prononcer un seul mot. L'adolescence fut plus cruelle encore. Autour d'elle, les amitiés se transformaient en premières histoires d'amour. Les autres filles parlaient de rendez-vous, de lettres secrètes, de garçons qui attendaient à la sortie des cours. Mimi, elle, observait cette jeunesse depuis le bord. Sous le préau, elle voyait les couples partir ensemble, tandis qu'elle restait avec cette question qu'aucun adulte ne pouvait vraiment apaiser. Un jour, quelqu'un la regarderait-il comme une femme, et non comme une curiosité ou une amie attendrissante? Cette peur aurait pu la briser. Pourtant, chez elle, la pitié n'avait pas le droit de s'installer. Son père, Marcel, refusait qu'elle se réduise à ce que les autres voyaient. Il lui apprit à ne jamais demander pardon d'exister, à ne pas transformer sa douleur en excuse, et surtout à ne pas attendre que le monde devienne plus doux pour commencer à vivre. Sa mère lui offrait une autre forme de refuge, plus tendre, plus silencieuse. Dans cette famille où l'on chantait, où l'on riait, où la musique occupait l'espace, Mimi découvrit quelque chose d'essentiel. Lorsqu'on ne peut pas contrôler le regard des autres, on peut encore choisir la manière de leur répondre. Alors, elle développa une arme inattendue, l'humour. Elle comprit qu'en faisant rire avant d'être moquée, elle reprenait le contrôle. Chaque plaisanterie devenait un bouclier, chaque sourire une façon de détourner la blessure. Mais derrière cette vivacité, la solitude demeurait, car faire rire une salle entière ne garantit pas d'être choisi par une seule personne. Peu à peu, cet enfant que l'on croyait fragile commença pourtant à rêver d'un lieu où personne ne pourrait détourner les yeux. Un lieu sans préau, sans cachette, sans possibilité de fuir, la scène. Et c'est là que son histoire allait basculer. Car pour la première fois, Mimi ne voulait plus seulement survivre au regard des autres. Elle voulait le conquérir. Entrer dans le monde du spectacle, pour Mimi Mati, ne signifiait pas seulement apprendre à jouer. Cela signifiait forcer une porte que personne n'avait pensée pour une femme comme elle. On lui faisait comprendre que son corps risquait de distraire le public avant même qu'elle ait prononcé une seule phrase. Mais Mimi avait déjà appris une règle essentielle. Lorsqu'une place ne vous est pas offerte, il faut parfois la créer soi-même. Elle se forma au chant, à la danse, au théâtre, avec une discipline acharnée. Pas de traitement de faveur, pas d'excuses. Chaque répétition répondait à ceux qui la réduisaient à sa taille. Elle ne voulait pas être applaudie pour son courage, mais reconnue pour son talent. Peu à peu, la scène cessa d'être un tribunal, elle devint son territoire. Là où les regards l'avaient autrefois blessée, ils attendaient désormais quelque chose d'elle, une intonation, un geste, une réplique, et la salle basculait. Mimi découvrit un pouvoir nouveau, elle pouvait faire rire, imposer le silence, puis toucher une blessure que chacun croyait secrète. Ah, ah. Au petit théâtre de Bouvard, puis aux côtés de Michel Bernier et Isabelle de Botton, elle trouva des partenaires capables de voir en elle autre chose qu'une différence physique. Avec les filles, elle transforma l'humour en espace de liberté. Ensemble, elles occupèrent la scène, sans demander la permission, avec une énergie que le public n'oubliait pas.
La télévision lui ouvrit ensuite une porte plus grande encore. Des rôles arrivèrent, puis une figure qui allait changer sa vie, Joséphine. Une femme petite aux yeux du monde, mais immense dans sa manière de réparer les existences. Le personnage n'était ni une victime, ni une curiosité. Il apparaissait pour aider les autres, résoudre l'impossible, rendre espoir à ceux qui avaient cessé d'y croire. Le succès fut immense. Pendant des années, des millions de téléspectateurs attendirent son sourire, son regard malicieux, ce claquement de doigts capable de faire surgir une solution. Ah, Mimi était devenue une présence familière, presque rassurante, celle que l'on invitait dans les salons, dans les familles, dans les souvenirs d'enfance. Le paradoxe était saisissant. La jeune fille qui avait souffert d'être trop regardée vivait désormais grâce à l'attention du pays entier. Elle avait changé la curiosité en affection, la gêne en admiration, la différence en signature. Pourtant, derrière les costumes et les applaudissements, son corps commençait déjà à présenter l'addition. Chaque journée exigeait davantage d'efforts. Et tandis que la France croyait assister à sa victoire définitive sur le destin, une solitude demeurait intacte, car aucun succès ne pouvait remplacer le sentiment d'être choisi et aimé pour soi. Le succès avait rempli les salles et multiplié les applaudissements. Pourtant, lorsque les projecteurs s'éteignaient, Mimi Mati retrouvait une solitude plus ancienne que sa célébrité. Maïta comment naib. Être admiré par des millions ne garantissait pas d'être aimé par une seule personne, sans réserve, sans curiosité, sans pitié. Avant de connaître une histoire stable, elle traversa des relations compliquées, des attachements fragiles, des promesses qui ne pouvaient pas devenir une vie. Elle évoquera plus tard ces hommes comme des princes peu charmants, parfois engagés ailleurs, parfois incapables de lui offrir une présence entière. Derrière l'humour persistait la blessure de la jeune fille qui avait cru devoir accepter moins, par peur de ne jamais être choisie. La célébrité ne corrige pas toutes les blessures, elle peut même les dissimuler sous une lumière flatteuse. Mimi savait faire rire une salle entière, mais dans l'intimité, elle doutait encore d'être aimée pour elle-même. Certaines histoires lui donnaient l'illusion de ne plus être seule, puis la ramenaient au même silence. Et puis, en 2003, le hasard entra sur scène. Lors d'une représentation à Saint-Brieuc, elle invita un homme du public à la rejoindre. Il s'appelait Benoît Gérard. Ce qui devait n'être qu'un bref moment de spectacle devint le premier plan d'une histoire inattendue. Il n'était ni acteur, ni vedette. Il était cuisinier, père de famille, ancré dans une réalité différente de la sienne. Entre eux, rien ne semblait écrit. C'est peut-être pour cela que tout devint possible. Benoît ne regardait pas Mimi comme un symbole, ni comme une femme fragile à protéger. Il voyait son caractère, ses colères, son énergie, ses contradictions. Pour la première fois, elle n'avait pas besoin de jouer la femme forte. Ils se marièrent en 2005. Mais leur bonheur ne ressemblait pas à une histoire parfaite. Ils avaient des rythmes différents, des passions séparées, des habitudes parfois difficiles à concilier. Mimi l'a reconnu, leur vie commune ne fut pas toujours un long fleuve tranquille. Pourtant, l'amour véritable ne se mesure pas à l'absence de tempête, mais à la décision de ne pas abandonner le navire. Avec le temps, Benoît devint celui qui restait lorsque les caméras partaient, lorsque la fatigue gagnait, lorsque le corps imposait ses premières limites. Il ne pouvait pas effacer ses douleurs, mais il pouvait empêcher qu'elle les affronte seule. À 45 ans, Mimi avait enfin rencontré l'homme qui ne lui demandait ni de se cacher, ni de se justifier. Mais au cœur de cette union demeurait une place vide, un rêve que le temps rendait chaque jour plus fragile, celui d'un enfant qui porterait leur histoire, et peut-être aussi la différence de sa mère. Après leur mariage, Mimi Mati et Benoît Gérard ont essayé de donner une nouvelle forme à leur bonheur. Il manquait pourtant une présence dans la maison, un rire d'enfant, une petite main glissée dans les leurs. Et pour Mimi, ce désir réveillait une question longtemps repoussée. Lorsqu'elle rencontra Benoît, elle avait déjà 45 ans.
Le temps qui lui avait enfin offert l'amour semblait refermer une autre porte. Le couple tenta malgré tout d'avoir un enfant, mais la vie ne leur accorda pas cette chance. Mimi le dira avec une douleur retenue, ne pas devenir mère ne fut pas vraiment une décision. Ce fut une possibilité qui s'éloigna jusqu'à disparaître. Derrière cette absence se cachait une peur plus profonde. Son enfant pouvait hériter de la chondroplasie. Mimi connaissait trop bien les regards insistants, les moqueries, ces années où l'on apprend à sourire pour ne pas montrer que l'on souffre. Elle redoutait qu'un jour son enfant lui demande pourquoi elle l'avait fait naître dans un monde si cruel avec la différence. Elle aurait voulu transmettre son courage et sa joie. Mam, Mahama. Mais elle savait aussi que l'on transmet parfois ce que l'on aurait préféré épargner. Certains renoncements semblent incompréhensibles, alors qu'ils naissent d'un amour immense pour quelqu'un qui n'existera jamais. La vie lui offrit malgré tout une famille autrement. Benoît avait déjà 4 enfants et Mimi trouva auprès d'eux une tendresse réelle. Mais une famille recomposée ne gomme pas le rêve interrompu. Certaines blessures cessent de saigner sans jamais disparaître. Puis, un autre vide s'ouvrit. En juin 2021, son père Marcel mourut à l'âge de 89 ans. Celui qui lui avait appris à ne jamais s'apitoyer sur elle-même quittait soudain la scène de sa vie. Quelques semaines plus tard, sa mère s'en alla à son tour. En un seul été, Mimi perdit ses 2 premiers refuges. La femme qui avait consolé tant de personnages à l'écran se retrouva face à une douleur qu'aucun claquement de doigts ne pouvait effacer. Oui, na. Des années plus tard, lorsqu'une émission lui présenta un dessin de ses parents veillant sur elle comme 2 anges, son sourire se brisa. Les larmes arrivèrent avant les mots. Elle tenta encore de se protéger par l'humour. Mais cette fois, le bouclier était devenu trop léger. Derrière l'actrice aimée de tous, il restait une fille qui aurait voulu entendre une dernière fois la voix de son père et sentir la présence de sa mère. Elle avait survécu à l'absence de l'enfant, puis à celle de ses parents. Pourtant, une nouvelle épreuve avançait déjà dans l'ombre. Après avoir perdu les mains qui l'aidaient à se relever, Mimi allait découvrir que ses propres jambes commençaient, elles aussi, à ne plus lui obéir. Pendant longtemps, les signes sont restés discrets. Une absence, un tournage réorganisé, quelques pas devenus plus lents, puis ce fauteuil apparut, là où Mimi Mati avançait seule. Chaque fois, elle rassurait. Elle souriait, plaisantait, minimisait, comme si reconnaître la douleur lui donnait soudain trop de pouvoir. Mais son corps, lui, ne pouvait plus mentir. L'achondroplasie n'avait jamais été seulement une question de taille. Avec les années, elle avait fragilisé sa colonne vertébrale, comprimé ses nerfs, transformé chaque déplacement en épreuve. En 20 ans, Mimi dut subir 3 opérations lourdes pour élargir le canal rachidien et stabiliser son dos. 3 fois, elle entra à l'hôpital avec la peur de ne plus retrouver la vie qu'elle connaissait. Ces interventions lui permirent de continuer, de jouer, de voyager, de monter sur scène, de faire croire au public que tout allait presque normalement. Pourtant, chaque victoire n'était qu'un sursis. La douleur revenait, plus sourde, plus profonde. Ses jambes perdaient peu à peu leur force, comme si son propre corps effaçait lentement le chemin devant elle. En 2025, lorsqu'elle apparut aux Enfoirés avec une aide électrique pour se déplacer, beaucoup comprirent que quelque chose avait changé. Mimi expliqua que la scène était immense, qu'elle devait économiser son énergie. Elle refusait que l'on transforme un outil d'autonomie en symbole de défaite. Puis, au milieu de l'année 2026, les mots tombèrent. Simples, presque brutaux. Elle ne marchait plus comme avant. Elle éprouvait désormais d'immenses difficultés à se déplacer seule. Pour une femme qui avait bâti sa vie sur l'indépendance, cette dépendance nouvelle fut l'une des choses les plus difficiles à accepter. Le fauteuil roulant n'était pas seulement un objet. Il représentait la frontière entre l'ancienne Mimi et celle qu'elle devait apprendre à devenir. Il lui rappelait que certains gestes ordinaires, se lever, traverser une pièce, rejoindre un plateau, n'étaient plus garantis. Et pourtant,
elle refusa de disparaître. Elle continua d'écrire, d'imaginer des projets, de participer au tournage lorsque son état le permettait. Elle ne voulait ni inspirer la pitié, ni jouer la femme invincible. Elle voulait seulement conserver le droit d'exister sans être résumée à ses jambes. À l'écran, Joséphine franchissait les distances d'un claquement de doigts. Dans la vie, Mimi découvrait une vérité plus dure. Parfois, le courage ne consiste pas à continuer de marcher, mais à ne pas laisser son âme s'arrêter lorsque le corps impose l'immobilité. Mais tandis qu'elle apprenait à vivre avec cette réalité, d'autres avaient déjà choisi de raconter sa fin à sa place. Alors que Mimi Mati apprenait à vivre avec un corps devenu plus fragile, une autre violence s'abattit sur elle. Sur les réseaux sociaux, des titres annonçaient sa paralysie totale, son agonie, parfois même sa mort. Des inconnus transformaient sa santé en spectacle, comme si quelques clics valaient davantage que la dignité d'une femme toujours vivante. Elle dut accomplir l'absurde, rassurer ceux qui l'aimaient, répondre à des rumeurs inventées, rappeler qu'elle était toujours là. Derrière ces messages fermes se devinait une fatigue profonde. Être malade est déjà une épreuve, mais devoir lire sa propre disparition racontée par d'autres ajoute une blessure invisible. Ces fausses nouvelles ne volaient pas seulement la vérité. Elles lui arrachaient le droit de choisir ses mots, son rythme, son silence. Elles réduisaient une vie entière à un fauteuil, à une absence, à une photographie, sortie de son contexte. Plus elle reprenait le contrôle, plus certains attendaient sa chute. Cette colère rejoignait un combat plus ancien. Toute sa vie, elle avait refusé d'être enfermée dans une catégorie. Elle ne voulait pas devenir la voix obligatoire de toutes les personnes de petite taille, ni vivre dans un monde séparé où sa différence serait son unique identité. Cette position provoqua des critiques, mais derrière ces mots se cachait une peur précise, celle de voir la société transformer une particularité physique en frontière définitive. Cette peur éclata lorsqu'elle dénonça les spectacles de lancers de personnes de petite taille. Pour elle, accepter d'être projetée comme un objet dans un bar, même contre de l'argent, revenait à laisser le rire écraser la personne. Elle parla de dignité, d'une limite que l'argent ne devrait jamais faire franchir. D'autres défendirent pourtant le droit de chacun à décider pour lui-même. Où finit la liberté individuelle? Où commence l'humiliation organisée pour divertir un public? Mimi n'avait pas de réponse parfaite, mais elle connaissait trop bien la douleur de voir un corps différent devenir une attraction. Son refus était aussi celui d'une enfant qui avait passé des années à échapper aux moqueries. Elle avait travaillé pour que l'on retienne ses répliques, pas sa taille. Elle avait conquis la télévision pour devenir une actrice, pas un phénomène. Voilà pourquoi les rumeurs sur sa mort et les spectacles fondés sur la différence lui semblaient appartenir à la même cruauté. Celle qui transforme un être humain en contenu. Mais une question demeurait. Après tant d'années à prouver qu'elle était plus grande que le regard posé sur elle, le monde du spectacle accepterait-il encore Mimi Mati lorsqu'elle ne pourrait plus entrer sur scène comme autrefois? Après tant d'années sous les projecteurs, le silence pouvait devenir plus effrayant que la douleur. Mimi Mati avait connu les plateaux animés, les salles pleines, les journées rythmées par les répétitions. Désormais, chaque apparition demandait une préparation plus lourde, chaque déplacement exigeait de l'aide. Ses absences furent parfois interprétées comme les signes d'un retrait définitif. On parla d'une carrière qui s'éteignait, d'une actrice condamnée à regarder le spectacle continuer sans elle. Pourtant, Mimi n'avait pas cessé de travailler. Elle écrivait, imaginait de nouveaux projets, cherchait une manière différente de retrouver le public. Sur le tournage de Joséphine, Ange gardien, il fallut adapter les mouvements, réduire certaines distances, réinventer la mise en scène. Ce qui aurait pu être présenté comme une faiblesse devint un défi. Une actrice ne disparaît pas parce qu'elle ne se déplace plus comme avant. Elle disparaît seulement lorsqu'on ne lui permet plus de raconter une histoire. Mimi refusait cette disparition. Elle ne voulait pas
que 3 décennies de carrière soient résumées à une photographie en fauteuil roulant. Son personnage avait appris à des générations entières que les vies brisées pouvaient encore être réparées. À présent, c'était elle qui demandait au public de comprendre qu'une existence peut changer de forme sans perdre sa valeur. La peur restait là, celle de devenir trop compliquée à filmer, trop fragile pour une scène, trop différente pour une industrie qui aime les visages célèbres, mais supporte mal leur vieillissement. La célébrité promet l'éternité, puis détourne les yeux dès que le corps rappelle que personne n'est immortel. Mais Mimi n'a jamais annoncé qu'elle renonçait. Elle voulait continuer à écrire, à tourner lorsque sa santé le permettait, peut-être revenir sur scène autrement, non pas en cachant son fauteuil, mais en l'intégrant à son histoire. Natole Tamit, Mahomet, car dissimuler la réalité aurait signifié donner raison à ceux qui confondent autonomie et dignité. Benoît demeurait près d'elle, non comme un sauveur, mais comme celui qui connaît le prix de chaque sourire. Il fallait accepter l'aide, calculer l'énergie, renoncer à certaines choses pour en préserver d'autres. Pourtant, dans cette lenteur nouvelle, Mimi gardait intact ce que la maladie ne pouvait atteindre, son désir de créer. Peut-être qu'un jour Joséphine ne claquera plus des doigts devant les caméras, peut-être que les projecteurs se feront plus rares, mais la dernière scène n'appartient ni aux rumeurs, ni à la maladie, ni à ceux qui attendent sa chute. Elle appartient à Mimi Mati, et tant qu'elle aura une histoire à raconter, personne ne pourra décider à sa place que le rideau doit tomber. Mimi Mati n'a jamais demandé à être admirée pour sa douleur. Elle voulait seulement être regardée comme une femme entière, avec ses blessures, ses colères, ses rêves et son courage. La vie lui a pris des êtres aimés, un enfant espéré, une part de son autonomie, mais elle n'a jamais réussi à lui voler sa voix, car la vraie force n'est pas de rester debout à tout prix. C'est de continuer à choisir sa lumière, même lorsque le destin vous oblige à avancer autrement.